Bonjour et bienvenue dans l'émission L'invité santé. 100 jours, c'est le délai moyen pour obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologiste. Autant dire que toute la France, ou presque, est concernée. 70% des Français portent des lunettes, ils sont même 94% au-delà de 55 ans. Face à une demande qui explose, des pathologies de l'œil qui se multiplient, comment peut-on raccourcir les files d'attente ? Le syndicat des ophtalmologistes fixe l'objectif 0 délai en 2022. On va voir comment il compte s'y prendre avec mon invité. Docteur Lionel Leroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat des ophtalmologistes de France, le SNOF, et vous venez d'interpeller les candidats à la présidence de la République en leur demandant de s'engager sur un objectif 0 délai en 2022. On va voir comment dans un instant, mais quelle est la situation aujourd'hui de la profession ? Elle est catastrophique, comme tous les Français le savent. Dans certaines régions de France, ce n'est pas 100 jours pour avoir un rendez-vous, mais c'est un an et demi, ça devient absurde. Bien entendu, ce ne sont pas pour tous les rendez-vous, c'est pour un rendez-vous pour une simple consultation. Si vous avez un problème urgent, les médecins savent donner des places, mais beaucoup d'ophtalmologistes aujourd'hui saturés de travail refusent de voir des nouveaux patients, parce que à moins de terminer tous les soirs à minuit, de se lever tous les matins à 6 heures, c'est pas possible. Alors j'ai vu que les écarts variaient de 20 jours à Nice à 168 jours, par exemple, dans le Finistère. Oui, mais il y a bien plus. Dans la Nièvre, qui est la région aujourd'hui, le plus grand désert médical d'ophtalmologie, c'est largement plus d'1 an. Voilà. Marisol Touraine voulait réduire de moitié les délais d'attente d'ici à 2017. Apparemment, on n'y est pas. Non, elle a augmenté pourtant le nombre d'ophtalmologistes. Au début du quinquennat de M. Hollande, c'était un peu plus de 100 ophtalmologistes formés par an. Et là, on est monté au maximum à 159, mais pour redescendre à 152 pour l'année de 2016 et l'année 2017, ce qui est tout à fait insuffisant. En effet, au moins 250 ophtalmologistes prennent leur retraite chaque année. Et il n'y en a que 152 de formés, ça peut pas coller, c'est pas possible. Alors, on a l'impression, vous écoutant, que les solutions sont très faciles. Augmenter le nombre de postes pour qu'il y ait plus d'ophtalmologistes. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait jusqu'à présent ? C'est en quelque sorte l'absurdité de la situation, encore une fois. Pourquoi les autorités sanitaires n'ont pas pris en compte ce problème ? Parce que c'était facile de le savoir. L'ophtalmologie... les ophtalmologistes représentent 2,7% des spécialistes en France. Et pourtant, depuis de nombreuses années, pas plus de 1,7% des postes d'internes leur est octroyé. Comment voulez-vous que ça aille ? Donc c'est une spécialité qui est la moins dotée, pour des tas de raisons très techniques, mais c'était sûr qu'on allait aller dans le mur. Et maintenant, on est dans le mur complètement, et ça devrait que s'aggraver si les dispositions ne sont pas prises avec la plus grande énergie. C'est même, je crois, la spécialité la plus prisée par les internes qui se destinent à... Vous avez complètement raison. Aujourd'hui, c'est la première spécialité choisie, pas cette année, mais les 3 années précédentes. Le premier choix, ça a été fait par un interne en ophtalmologie, pour numéro 1, soit classé à l'internat, et il y a environ 3 internes sur 4 qui voudraient faire ophtalmologie qui ne peuvent pas le faire. Donc, il ne faut pas penser du tout que c'est les jeunes médecins qui ne veulent pas l'être ophtalmologistes, c'est tout le contraire, parce que c'est une spécialité passionnante, extrêmement diverse. L'œil, c'est un paradis médical, et vraiment, tous les ophtalmologistes sont très enthousiastes dans leur métier. C'est un métier extraordinaire, mais on ne peut pas le faire en France. Alors, on croit souvent que c'est la faute des ophtalmologistes, qu'ils sont mal organisés, que les files d'attente sont longues à cause de ça. Mais vous avez interrogé les Français sur leur perception de votre spécialité et sur les solutions. Quel est le verdict ? D'abord, dire que les ophtalmologistes ne sont pas su s'adapter à la situation, ils l'ont fait. Parce qu'ils ne sont pas restés les bras croisés devant la pénurie d'ophtalmologistes. Ils ont fait en sorte d'augmenter leur productivité, si on peut parler comme ça. Ils ont développé le travail aidé, parce que l'initiative du travail aidé, qui est une des solutions à développer encore plus aujourd'hui, ça vient des ophtalmologistes, qui les premiers, à la fin des années 90,
Revenons, avant d'entamer ce chapitre, revenons aux Français, c'était ma question, sur leur perception. Il y a eu des sondages, on a fait une étude qui a été faite par un institut de sondage, qui ont montré que 90% des Français veulent un ophtalmologiste comme maître de la filière visuelle, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas accéder à une correction optique par l'opticien ou par d'autres professionnels, et les Français, effectivement, ont une perception que ça peut être la responsabilité des médecins. Les médecins ne veulent pas les voir. Ben, ce n'est pas du tout le cas. Les ophtalmologistes travaillent beaucoup, beaucoup trop. Certainement que la génération qui va venir va moins travailler que celle qui va prendre sa retraite, parce que les plus âgés avaient des habitudes professionnelles plus fortes. Mais encore une fois, c'est les ophtalmologistes ont trouvé des solutions. La délégation de tâches, c'est par les efforts des médecins qu'on a obtenu ce qu'on appelle les décrets orthoptistes, en 2003 d'abord et 2007 ensuite, qui ont permis de donner des tâches aux orthoptistes qui sont devenus nos paramédicaux privilégiés. Alors, rentrons dans le détail. Ce sont des spécialistes, des professionnels, des orthoptistes. Moi, je croyais que les orthoptistes étaient des kinés de l'œil, mais leurs fonctions ont été étendues. Ce sont des professionnels qui travaillent avec vous. Et quelle est leur mission, nouvelle mission? Effectivement, traditionnellement, les orthoptistes s'occupaient de la rééducation orthoptique. Ils traitaient les strabismes, les troubles de la vision binoculaire, ils faisaient des examens complémentaires comme le champ visuel ou l'exploration de la vision des couleurs, mais ils n'étaient pas directement impliqués dans la vie des cabinets médicaux à aider le médecin. Et puis, quand il a fallu se faire aider pour, en quelque sorte, déléguer une partie de nos actes, de nos tâches, on a choisi les orthoptistes. D'ailleurs, les orthoptistes étaient d'accord pour travailler avec nous. Et donc, on a pu développer une coopération ophtalmologiste-orthoptiste qui a été validée par la loi, par plusieurs décrets, et tout dernièrement encore par un dernier décret orthoptiste qui a encore mieux défini le rôle de l'un et de l'autre, en leur donnant plus de prérogatives. 40% des cabinets d'ophtalmologie travaillent en collaboration avec les orthoptistes. Aujourd'hui, devant la pression du nombre d'actes à réaliser, 40% des ophtalmologistes ont choisi de travailler avec un ophtalmologiste en ville, dans les cabinets, mais également à l'hôpital. Aujourd'hui, dans l'hôpital, dans beaucoup de cas, les orthoptistes secondent les praticiens hospitaliers. Donc c'est un choix qui a été fait partout. Je reviens 2 secondes en arrière. Vous disiez tout à l'heure qu'il faut, grosso modo, pour répondre à la demande, former 250 ophtalmologistes minimum par an, au lieu des 110 actuellement. Mais qu'est-ce qui 150, vous... 150 actuellement. Qu'est-ce qui vous fait penser que ces ophtalmologistes formés ne vont pas aller grossir des régions qui sont déjà surdotées en spécialistes et continuer à les délaisser des régions comme par exemple le Finistère, on en parlait tout à l'heure, qui manquent d'ophtalmologistes? Vous savez, comment contrôler ça? S'il y a 30 ans, il n'y avait pas de problème de maillage territorial des ophtalmologistes. C'est quand les grandes villes étaient saturées de médecins, les nouveaux formés cherchaient un endroit où ils pouvaient vivre normalement et travailler avec le métier qu'ils faisaient, ils allaient où il y avait de la place. Alors c'est sûr que les conditions professionnelles ont changé aujourd'hui, parce que le plateau technique des ophtalmologistes est très important. Il y a beaucoup d'appareils qui coûtent fort cher, et les ophtalmologistes ont le besoin de se regrouper et de former des structures avec différents spécialistes, sous-spécialités de l'œil, spécialisés de la rétine, du cristallin, de la cornée, etc., etc. Donc, la structure dans la petite ville de province isolée, c'est terminé, ça. Vous ne le verrez plus. Donc ces déserts médicaux en ophtalmologie vont continuer, ils vont même se développer. Actuellement, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de désert médical au sens strict. Alors, je vous arrête tout de suite parce que moi, j'ai consulté un rapport qui montre que 31 départements, rapport du Conseil de l'Ordre des médecins sur la démographie, 31 départements sont en densité forte en ophtalmologie, 46 en densité faible. Ben oui, c'est moi qui ai fait les cartes de la géographie. Donc vous les connaissez, vous pouvez les commenter. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'en France, il n'y a pas un seul endroit où il n'y a pas un ophtalmologiste à moins de 30 km. Il n'y a pas un seul endroit. Donc vous avez un accès, 30 km, ce n'est pas beaucoup, vous pouvez accéder à un ophtalmologiste. Alors qu'avant, c'était peut-être 20 km. Vous ne pouvez pas imaginer qu'il y a un ophtalmologiste dans n'importe quelle petite ville de 10 000 habitants, ce n'est pas possible. Surtout que les plateaux techniques, encore une fois, sont beaucoup plus considérables. Alors aujourd'hui, vous avez une ville de 15 000 habitants, l'ophtalmologiste prend sa retraite, il ne sera pas remplacé. Il faudra aller un peu plus loin. Mais le désert, c'est que les délais de rendez-vous explosent. C'est ça qui crée le désert. C'est qu'en fait, il y a
moins d'ophtalmologistes, ils sont regroupés dans des structures, dans des villes plus importantes, mais en plus, il n'y en a pas assez. Et donc les délais deviennent extravagants. Mais les concentrations d'ophtalmologistes vont se renforcer, c'est ce que vous dites là, vont se renforcer au cours des prochaines années. Vous savez, c'est sûr qu'il y a plus d'ophtalmologistes pour 100 000 habitants en Provence-Côte d'Azur et à Paris que dans le Finistère, la Nièvre, la Sarthe ou d'autres départements français. Continuez pas, vous allez vous faire des ennemis avec ces départements. Encore une fois, les ophtalmologistes pourront se regrouper dans des départements quand les autres seront déjà saturés. Un ophtalmologiste aujourd'hui va hésiter à s'installer dans le Midi puisqu'il va dire comment je vais développer mon activité s'il y a déjà 30 ans de médecins. Le but quand même de la vie quand vous avez un métier, c'est de gagner votre vie. Si la concurrence est trop vive, vous allez ailleurs. Donc la répartition se fera mieux. Aujourd'hui, il y a un tel désert partout que vous pouvez vous mettre où vous voulez et vous vous mettez ou vous vous regroupez dans les plus grandes villes. Et en fait, vous abandonnez de plus en plus les zones où il y a le moins de médecins. Les deux mesures que vous avez évoquées, l'augmentation du nombre de futurs ophtalmologistes, la délégation de tâches, ces deux mesures-là vont rendre des effets, vont produire dans les 7, 8, 9 ans à venir. Mais l'urgence, comment on y répond ? Un ophtalmologiste, après l'internat, c'est 5 ans. Donc notre campagne, c'est 0 délai en 2022. Donc c'est dans 5 ans. Donc ça veut dire que ceux qu'on augmentera aujourd'hui, si l'année prochaine on décide, au prochain concours, on décide qu'il y a 250 internes, ceux-là ils seront ophtalmologistes dans 5 ans ou 6 ans, enfin bon, en fonction de leur formation complémentaire. Il y a de nouvelles maquettes en ophtalmologie qui raccourcissent un peu la formation. Bon, ça va porter ses fruits très rapidement. Et puis surtout, il faut tout faire pour favoriser la délégation de tâches. Là aussi, nous voulons passer de 40% de cabinets en délégation de tâches à 80%. Et ça va se faire de toute façon presque inéluctablement, parce que beaucoup les plus jeunes qui sortent de l'hôpital et qui vont s'installer, eux ont été habitués à l'hôpital à travailler en délégation de tâches. Ils ont toujours travaillé avec un orthoptiste qui leur a fait les différents examens, qui leur a fait l'étude de la vue. Donc, eux, ils prendront le même chemin. Idéalement, il faudra avoir combien d'ophtalmos sur le territoire pour répondre correctement à la demande ? Le chiffre devra augmenter. Le dire de façon idéale, c'est bien difficile parce qu'en même temps que l'évolution du nombre d'ophtalmologistes se fait, il y a aussi une évolution de nombre de pathologies à traiter. Il y a 15 ans, il n'y avait quasiment pas de traitement pour la dégénérescence maculaire. On faisait du laser et les premiers traitements différents, la visuline, ça commence il y a 15 ans. Mais grosso modo, il faudrait doubler le nombre ? Non, certainement pas doubler, mais enfin, de toute façon, avant de doubler le nombre des ophtalmologistes, ça serait une utopie totale. Il faut les augmenter, il faut tenir compte des besoins de la nation. Il faudrait que nos politiques, les autorités sanitaires, aient une plus fine analyse par tous les outils qu'ils possèdent et qui existent, puisque nous-mêmes, on les a, ces outils, pour voir l'évolution et savoir que, par exemple, on opérait il y a 30 ans 50 000 cataractes en France, on en opère 800 000. Il faut bien des bras pour les faire. C'est pas Alors, troisième levier dont on n'a pas parlé, ce sont les opticiens qui ont vu déjà leur mission élargie. Voilà. Alors, les opticiens, effectivement, le dernier décret opticien qui remonte à la fin de l'année 2016 leur permet maintenant d'intervenir dans des circonstances élargies. Ils peuvent renouveler, je dis bien renouveler, des équipements optiques sur les moins de 45 ans tous les 3 ans. Équipement, c'est lunettes et lentilles. Oui, tous les 5 ans chez les moins de 45 ans et au-delà tous les 3 ans. Et par contre, c'est toujours tous les ans pour les moins de 16 ans. Ils sont compétents pour faire des examens de la vue. Quand je dis examen de la vue, c'est étude de la réfraction, c'est-à-dire mesure des lunettes. Ils ne sont pas compétents pour autre chose, parce que les Français l'ignorent le plus souvent, mais l'opticien, il a un diplôme de brevet, un brevet de technicien supérieur en optique lunetterie, détaillant, et même le mot détaillant dans ça. Il a une formation technique et commerciale, il n'a pas du tout une formation médicale. Il n'a aucune formation médicale hospitalo-universitaire, à la différence des orthoptistes. Donc, c'est un technicien, il fait des lunettes, il les équipe, il les fait très bien. On travaille en très bonne harmonie avec les opticiens, mais certains voudraient également faire des mesures oculaires, évaluer la valeur des yeux. Ce n'est pas du tout leur métier, ils ne sont pas reconnus. Ça, c'est non. Voilà. Alors, il faut que les patients puissent avoir un contrôle. D'ailleurs, ils le demandent aussi. Ils le demandent. Mais nous, on souhaite, et nous avons été d'accord pour ces décrets, pour que un plus grand nombre de ces actes soient délégués. Ce travail en équipe, dites-vous, va donc vous permettre de vous consacrer à des tâches lourdes. Lesquelles ?
C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de l'émission. Alors, on a vu qu'il fallait augmenter l'offre parce que la demande est en train d'exploser. Le nombre d'actes en ophtalmologie a été multiplié par 3, je crois, depuis les années 80. Quelles en sont les raisons ? Le vieillissement de la population et les moyens techniques, diagnostiques et thérapeutiques qui ont considérablement augmenté. Voilà. L'ophtalmologie est en perpétuelle révolution depuis 25 ans. Et l'ophtalmologie que nous faisions il y a 30 ans et celle que nous faisons aujourd'hui n'ont rien à voir. Rien à voir. Vous parlez même d'une explosion des maladies oculaires. Oui, parce que... lesquelles ? Par exemple, prenons cette fameuse dégénérescence maculaire liée à l'âge, qu'on appelait d'ailleurs il y a 30 ans la dégénérescence maculaire sénile, et pour laquelle on n'avait strictement aucun traitement. Vous voyez un patient qui l'avait, les moyens diagnostiques, c'était une simple, ce qu'on appelle une angiographie, un genre de radiographie du fond d'œil en injectant un produit. Et puis, on ne savait pas comment les traiter, on faisait du laser, mais ça ne marchait pas. Et puis le malade, inéluctablement, perdait la vue. Maintenant, on a des traitements efficaces, on injecte des médicaments, au demeurant fort chers d'ailleurs, donc il ne faut pas croire que l'assurance maladie n'est pas sollicitée pour ça. Heureusement, ce sont des médicaments pris en charge à 100%. On injecte des médicaments dans l'œil avec une fréquence des rythmes adaptés à chaque patient, et grâce à ça, on permet d'empêcher l'évolution à la cécité. Donc c'est quand même une transformation considérable. 9% de la population est atteinte de dégénérescence maculaire liée à l'âge à partir de 60 ans. Alors, à différents stades de la vie, et on peut considérer qu'à 90 ans, pratiquement tout le monde en a, plus ou moins. Autre pathologie dont on parle beaucoup, le glaucome. Voilà, le glaucome, il n'a pas beaucoup augmenté, mais les moyens médicaux ont augmenté, surtout l'analyse des glaucomes c'est affiné. On sait aujourd'hui, à côté des champs visuels traditionnels que l'on faisait il y a 30 ans, avoir des champs visuels informatisés beaucoup plus précis. C'est pour évaluer les dégâts faits par le glaucome au niveau du nerf optique. Et puis surtout, on peut évaluer les fibres optiques en faisant des mesures de ces fibres optiques. Là aussi, ça se fait avec c'est un examen qui n'est pas bon marché, mais il faut pouvoir le répéter pour voir si la maladie est stabilisée, équilibrée par le traitement médical. Et puis les moyens thérapeutiques... Juste sur le glaucome, petite parenthèse, parce que je crois que ça va aider bon nombre de personnes qui nous écoutent là. Est-ce qu'il a un caractère héréditaire ? Alors, certains glaucomes, oui, mais... Les plus fréquents ? Le glaucome chronique et angle ouvert, non. Voilà. Il y a d'autres maladies qui sont apparues liées à notre mode de vie. Je pense par exemple à le temps qu'on passe sur les tablettes, les téléphones et autres ordinateurs qui ne doit pas ranger finalement notre vue. Alors, c'est sûr que nos enfants qui se tiennent trop près de leur tablette de jeu et trop près de leur smartphone deviennent plus volontiers myopes. L'épidémie de myopie qui touche tous les pays civilisés du monde, qui est très fréquente en Asie, encore plus en Asie qu'en Europe ou qu'aux États-Unis, est liée à la position trop rapprochée et surtout au séjour à l'intérieur. L'œil humain, parce que nous sommes à l'origine des primates, a besoin de la lumière du soleil, il a besoin d'être à l'air, de courir, de voir de loin. Si on regarde de près toute la journée, c'est pas bon. Donc consulter une tablette à l'intérieur augmente le risque. Consulter des tablettes toute la journée, en tout cas. Voilà. Il vaut mieux faire du sport quand on est enfant, jouer dans un bac à sable. Enfin, en général, quand on joue au bac à sable, on n'est pas encore dans la tablette. Enfin, avoir des activités d'extérieur plutôt que d'être devant son écran toute la journée. Et par exemple, vous avez des conseils sur la durée de l'usage dans une journée pour un enfant ? Pas plus de 2-3 heures par jour, au grand maximum. Et on a l'impression de voir de plus en plus d'enfants porter des lunettes. C'est exclusivement lié à cette consommation La myopie est épidémique dans le monde, mais dans tout le monde. Mais c'est exact qu'il y a de plus en plus d'enfants qui portent des lunettes ? Vous savez, on les dépiste beaucoup mieux aussi. Aujourd'hui, tous les parents sont attentifs à ce que leurs enfants aient la vue bien corrigée. Donc, l'astigmatisme faible était plus ou moins bien corrigé il y a 15 ou 20 ans. Aujourd'hui, il l'est. L'hypermétropie est bien corrigée afin de rétablir l'équilibre entre les deux yeux. Et puis, c'est vrai que la myopie est en considérable augmentation. Si on n'a pas d'antécédents familiaux, à quel âge faut-il commencer à consulter un ophtalmologiste ? De toute façon, tous les enfants bénéficient aujourd'hui d'un dépistage systématique en maternelle.
où il y a une infirmière qui leur fait des petits tests. Bon, et quand c'est pas fait, c'est aux parents de se manifester pour qu'ils consultent aux alentours de 5-6 ans, sauf s'il y a un signe d'appel. Les enfants qui ont un strabisme, qui ont un œil qui leur semble anormal, etc., ils doivent consulter. La consultation des enfants est primordiale. Il y a des parents qui font consulter leurs enfants bien plus tôt, c'est normal. Je lisais dans une de vos interventions, vous disiez que qu'avec les délais d'attente qui s'allongent, il peut y avoir des pertes de chance. Dans quel domaine, par exemple? Bien entendu. Par exemple, il existe des pathologies tumorales oculaires qui sont gravissimes, en particulier chez l'enfant. Si la maman, constatant une anomalie de la vue de son enfant, appelle le cabinet d'ophtalmologie, on lui donne un rendez-vous 1 an plus tard, alors que pour la mère, il n'y a pas d'inquiétude particulière. Elle a vu un petit problème, que l'enfant fait ci ou ça, cligne d'un œil, et qu'un an plus tard, on découvre une tumeur intraoculaire, on aura perdu 1 an. Vous voulez leur faire peur ou c'est quelque chose qui peut arriver assez régulièrement? Non, ça arrive, c'est une tumeur qui n'est pas fréquente, mais ça s'appelle le rétinoblastome, mais quand l'enfant l'a, c'est une tumeur qui peut être mortelle. Enfin, dans tous les cas, les traitements sont très lourds, très invalidants. Alors c'est une maladie qui, dans certains cas, celle-ci est génétique, familiale. Donc les familles où il y a déjà des cas connus, elles sont averties, les enfants consultent très jeunes. Ces maladies étant génétiques, donc on peut faire des analyses génétiques chez les enfants dès la naissance pour les dépister. Mais enfin, ça, c'est des cas très particuliers. Les parents sont avertis. Mais en tout cas, il y a des cas sporadiques, isolés. Et ceux-là, pour les dépister, il faut des consultations. 1 an de délai, c'est trop. Est-ce que la chirurgie va élargir, si j'ose dire, son champ d'intervention dans les années à venir? La grande révolution, c'était pour la chirurgie de la cataracte. Il y a 30 ans, rappelez-vous, Marcel Dassault ou le général de Gaulle, après avoir été opéré de la cataracte, on avait des gros verres de lunettes. Maintenant, c'est fini. En plus, en général, on est opéré de la cataracte, on n'a même plus besoin des lunettes qu'on avait avant. On récupère une vue bien meilleure, on récupère une vue normale, en fonction de l'état de la rétine, bien entendu. La chirurgie est devenue très spectaculaire, très efficace. On opère par un minuscule petit orifice de moins de 2 mm. Il y a d'autres interventions que la cataracte qui pourraient se développer dans les années à venir? Il y en a qui se sont développées, c'est des chirurgies qu'on appelle réfractives. Donc chirurgie de la myopie, de l'hypermétropie, de la presbytie, de l'astigmatisme, pour les 4 grands défauts. Cette chirurgie qui a connu une explosion depuis une quinzaine d'années, en ce moment est un petit peu en stagnation. Elle n'est pas remboursée par l'assurance maladie. Et puis les candidats à cette chirurgie se font pas plus nombreux, ça évolue pas en nombre. Les autres chirurgies, c'est des chirurgies de soins. Si vous faites un décollement de rétine, il faut que vous soyez opéré. Si vous avez un strabisme, vous pouvez avoir besoin d'être opéré. Si vous avez des troubles des paupières, etc., enfin d'autres maladies, parce que l'ophtalmologiste s'occupe de tout ça. On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de l'émission. Soigner sa vue ou ses yeux, ça coûte cher. Je regardais les chiffres, la moitié à peu près des ophtalmologistes exercent en secteur 2. Est-ce que ce n'est pas un frein pour se soigner? Savez-vous le pourcentage d'honoraires supplémentaires représentés par les ophtalmologistes secteur 2? Vous allez sans doute me le dire. Je vais vous le dire, c'est un peu plus de 20%. Et ça a même diminué, c'était à 22%. Donc en termes de montants, on est sur quel montant? Dites-nous. Voilà, je vous ai répondu. Non, en pourcentage, mais ça dépend de l'endroit où vous êtes. L'ophtalmologiste installé dans le 16e arrondissement ou le 8e arrondissement de Paris va prendre un dépassement d'honoraires nettement plus important que l'ophtalmologiste secteur 2 qui est installé à Dijon ou dans n'importe quelle ville de France, parce que la population n'a pas les mêmes moyens. Alors, donc, globalement, les chiffres fournis par l'assurance maladie, c'était 22% en 2014 et c'est descendu en 2016. 22% de quel montant? De toute la masse d'honoraires. Les dépassements d'honoraires représentaient 22%. Non, mais je voulais que vous rappeliez le prix de la consultation sur un ophtalmologiste. La consultation, parce qu'il faut que les Français le savent, c'est la consultation, c'est aujourd'hui 25 €. Enfin, 23 € pour quand vous êtes en secteur 2, c'est remboursé sur la base de 23 € avec les choses qui sont retirées. Ça va augmenter bientôt à 25 € avec la nouvelle convention médicale. Aujourd'hui, c'est le plus fréquemment,
comme il y a des actes d'évaluation, les médecins utilisent plusieurs actes, en général 2, pour coter les investigations qu'ils font. Et donc ça majore un peu le prix de la consultation, qui est aux alentours entre 30 et 40 euros. Voilà. Alors là, vous pouvez être remboursé sur cette base-là, pas en totalité par l'assurance maladie, parce que vous avez aussi le ticket modérateur. Et puis vous avez le 1 euro qui reste à votre charge. Dans certaines grandes villes, on a vu fleurir des grandes chaînes d'ophtalmologistes, 3 ou 4 je crois à Paris, qui vous donnent un rendez-vous dans la semaine et les médecins exercent en secteur 1. Comment font-ils et comment voyez-vous cette concurrence? Alors il faudrait que vous posiez la question s'ils exercent vraiment toujours en secteur 1 au président et ophtalmologiste de cette chaîne dont vous parlez. Toujours, mais certaines aujourd'hui, oui, puisque j'ai fait ma petite enquête. Il tend plutôt à le prendre à dépassement modéré à tous ses patients. Voilà. Parce que justement, le modèle sans dépassement est difficilement vivable. Ça confirme ce que nous disons depuis toujours. Travailler en secteur 1, pour un ophtalmologiste avec le plateau technique considérable qu'il faut mettre en place, c'est quasiment impossible. Et d'ailleurs, il est prévu avec l'assurance maladie, et c'est en développement actuellement, des contrats de coopération pour aider les ophtalmologistes secteur 1 à embaucher un orthoptiste pour augmenter leur activité, pour pouvoir financer leur plateau technique. Revenons aux chaînes. Voilà. Alors les chaînes, pour terminer, donc, les chaînes, nous, tout ce qui augmente l'offre de soins, très bien. Donc, parfait, on augmente l'offre de soins. Après, ce plan philosophique, qu'on soit d'accord pour cette offre-là ou une autre, nous on est d'accord parce que, 1, ça augmente l'offre de soins, et 2, c'est du travail aidé. Toutes ces chaînes fonctionnent avec les binômes ophtalmologistes-orthoptistes. Donc vous êtes d'accord? Ben, on est d'accord, bien entendu. On le sait depuis très longtemps, l'assurance maladie s'est désengagée du remboursement de tous les frais liés à l'optique. Aujourd'hui, les mutuelles commencent à investir ce secteur-là. Est-ce que c'est une bonne chose, selon vous, pour les patients? Alors, l'assurance maladie rembourse environ 5% de l'optique en France. Les mutuelles, ça ne fait pas d'hier qu'ils se sont engagés dans les lunettes, puisque ça a été pendant de nombreuses années, ça fait environ 15 ans que c'est comment dirais-je, un appel pour eux, pour leur faire venir des clients dans leur... Donc la part des mutuelles a très sensiblement augmenté. Je peux vous donner les chiffres plus précis. La part des mutuelles est passée de... Bon, je ne retrouve pas le chiffre, peu importe. Non, mais on peut penser que leur niveau d'intervention va augmenter avec les contrats dits responsables. Alors non, c'est même pas à ce niveau-là, c'est autre chose, les contrats dits responsables. Ça, c'est pour la prise en charge des lunettes. C'est-à-dire que quand vous prenez 100% le prix de l'équipement optique, qui est environ en France la moyenne, c'est 470 €, qui a été limité en partie par Mme Touraine, notre ministre de la Santé. Elle voulait le mettre à 300 €, mais le lobbying des lunettes a fait en sorte que ça ne va pas trop dégrader. Donc ça a été mis à 450, et en fait le prix moyen, c'est 470 aujourd'hui, statistiquement, des chiffres fournis par l'assurance maladie. Et sur ce prix-là, il y a donc 5%, c'est l'assurance maladie. La part des ménages a constamment diminué depuis 10 ans, constamment diminué. Elle est passée de plus de 30% à 22% maintenant. Donc vous voyez, quand on dit que les lunettes, ça rend difficile l'accès aux soins, de moins en moins. Ça, c'est les chiffres. Et donc ça veut dire que la part des mutuelles a augmenté, si voilà, je suis parce que les mutuelles sont intervenues parce que c'était pour eux intéressant de rembourser les équipements optiques. À la différence des contrats responsables, dont vous venez de me parler, où la part des remboursements des honoraires médicaux diminue, parce que là, il y a eu collusion entre les mutuelles, enfin entre les complémentaires, ce n'est pas les mutuelles c'est qu'une partie des complémentaires, entre les complémentaires et les pouvoirs publics, pour faire en sorte que les médecins, soi-disant qu'ils prenaient trop de dépassements d'honoraires, ce qui est faux, je vous ai montré que ça ne dépassait pas 22% de la totalité des honoraires médicaux, donc ce n'est pas des sommes extravagantes, ça c'est en moyenne. Mais surtout, limitant le dépassement d'honoraires pour les praticiens qui prennent les plus forts dépassements d'honoraires, et en général c'est la Côte d'Azur, l'hôpital américain, les beaux quartiers parisiens, parce que vous savez, c'est pas partout. Eh bien, c'est limité à 100% maintenant pour l'année 2017. Il n'en reste pas moins que quand on interroge les Français sur le fait qu'ils renoncent à des soins, il y en a à peu près 25 à 30% selon les sondages, ils citent en premier le dentaire et l'optique, sur le renoncement des soins. Écoutez, voilà, vous avez les chiffres.
la part des ménages pour les lunettes, c'est 22%. Et le reste, c'est la mutuelle. Et maintenant, les mutuelles sont quasi obligatoires pour tout le monde. Pratiquement tout le monde est couvert et rembourse les lunettes de façon significative. Évidemment, dans certains cas, l'équipement optique dépasse ce prix moyen. Et à ce moment-là, la prise en charge est peut-être de moins bonne qualité. Docteur Lionel Leroy, merci. Je rappelle que le syndicat des ophtalmologistes que vous représentez vient de lancer une campagne qui s'adresse aux candidats à la présidentielle. Objectif 0 délai en 2022. On vous invitera en 2022 pour voir si la promesse a été tenue sur le futur président. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité santé. Merci de votre fidélité. Merci.